Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Henri Guibet. Notre premier Henri Guibet. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être notre premier invité pour cette nouvelle émission. Cela nous fait beaucoup plaisir, à moi et à notre équipe. Et est-ce que vous avez un mot pour tous vos fans qui vous suivent depuis X temps avant de commencer? Je les remercie beaucoup, parce qu'ils m'ont fait gagner de l'argent. Mais c'est vrai que, même encore maintenant, je suis étonné. C'est toujours agréable de se sentir aimé. Alors donc, allez, je préfère être comédien comme politique, par exemple. Vous voyez. On a moins d'emmerdes. Alors, donc, oui, c'est pour ça. Donc, faut dire, vive les fans. Mais ça, il n'y a pas que ça. Parce que fan, ça fait un peu idole et tout ça. Ce que j'aime bien, moi, c'est le public. Le public. Vous savez, quand un comédien rentre en scène, il voit les 2-3 premiers rangs qui sont devant lui. Il les voit. Et des fois, le soir, pour rentrer en scène, et il y a un type, il est à côté de sa femme, et il a la tronche complètement fermée. C'est sa femme qui l'a emmené au théâtre. Et lui, il aurait préféré regarder le foot à la télé, mais sa femme l'a forcé à aller au théâtre. Et il est là, il dit, qu'est-ce que c'est? Et petit à petit, on voit son visage s'illuminer. Et 5 minutes après, il hurle de rire, comme tout le monde. Ça, c'est agréable. Parce qu'on se dit, tiens, ce type n'avait pas envie de venir, mais il est heureux quand même. C'est un peu ce sentiment que pendant 1h30, c'est pas grand-chose, on va faire oublier aux gens leurs soucis, leurs emmerdes, leurs factures. Hein. Ils vont tout oublier. Ça, c'est magique. C'est magique. Allez-vous au théâtre, comme au cinéma du reste, on vous fait pleurer sans jamais vous faire souffrir. On va vous faire rire de votre propre bêtise sans jamais vous offusquer. Parce que pour bien raconter la vérité que vous êtes, on invente des histoires complètement incompréhensibles. On invente des mensonges. Et là, vous croyez aux mensonges, mais en même temps, vous vous regardez. C'est ça la magie du théâtre, la magie du cinéma, la magie du spectacle. C'est montrer aux gens, montrer au public ce qu'il est dans l'intérieur de lui-même, dans sa vie intime. Quand vous voyez le jeune premier et la jeune première au cinéma qui tombent amoureux l'un de l'autre, bah vous aussi vous retombez amoureux. Vous êtes amoureux au travers d'eux. C'est ça qui est formidable. Le comédien, c'est un personnage bizarre. Il peut être à la fois gentil, montrer un gentil, ou un méchant. Un méchant. Mais pour le comédien, c'est aussi agréable de jouer les deux. Voilà. J'ai répondu à la question, là? Oui, tout à fait. Bravo, en tout cas. Bravo. Alors, et donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer à notre public dans quel milieu vous avez grandi, dans quel milieu vous êtes né? d'où je viens? Oui. D'où je viens et où vais-je? Alors, je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement. Je suis né en 1936. Retenez bien cette date. L'année du Front populaire, l'année où on a inventé les congés payés. Pour moi, c'était très important parce que c'était promesse de vacances. Et j'ai passé ma vie avec ce mot, tu seras toujours en vacances. C'est vrai, je suis un comédien vacant, toujours disponible. Et donc, voilà, j'ai vécu une enfance populaire, ouvrière. Dans ma famille, ma mère était couturière et mon père a été chauffeur d'autobus.
jusqu'au moment où la compagnie des autobus l'a viré, parce que ça l'ennuyait de rentrer avec le métro, il est rentré avec l'autobus à la maison. Et il a garé devant la porte, ce que la compagnie n'a pas tellement... enfin bref. Et donc, et puis, bon, voilà, j'ai passé mon certificat d'études, comme tout le monde, et j'avais envie d'être comédien. Alors, je suis devenu comédien. J'ai pris des cours d'art dramatique, j'ai préparé le conservatoire, et puis après, quand j'ai passé l'examen d'entrée au conservatoire, je n'ai pas été reçu. Mais on m'a rassuré, on m'a dit, tu passes l'année prochaine, tu passeras. Et l'année suivante, je ne pouvais pas. Il fallait que j'aille sauver la France d'outre-mer en Algérie. On m'a dit, tu vas aller là-bas. Et là, ça a duré 30 mois. Alors ça, j'ai eu horreur de faire ça. Ne faites pas la guerre, c'est très dangereux. Je vous dis aux jeunes, c'est une connerie qui ne sert strictement à rien. Je ne sais pas qui a dit cette phrase, mais c'est très bien vu. Ça dit, l'histoire de la guerre, ce sont des hommes qui se tuent et qui ne se connaissent pas, au bénéfice de gens qui se connaissent mais ne se tuent pas. Et bien la guerre, c'est ça. Alors donc, ça ne m'a pas plu du tout. Ce n'est pas qu'au cinéma, la guerre. C'est formidable. J'adore la guerre au cinéma, du reste. Et j'ai tourné des films où il fallait tirer des coups de pistolet, j'adorais ça. Surtout en bonne compagnie. Mais dans la vie, il ne faut pas y toucher. Surtout en bonne compagnie, qu'on a une bonne compagnie. Oui, bah oui, là, ils m'ont fait faire, oui, bah oui. Oui, c'est... Alors, mais ça, c'est pareil. Vous savez, la 7e compagnie, par exemple. Je vais vous raconter une anecdote. On tournait à la 7e compagnie, et puis on tournait dans l'Essonne, dans tous ces coins-là, aux alentours de Paris. Et puis un jour, on arrive et on était dans une école fermée, bien sûr, et il y avait là des figurants qui s'habillaient en soldats allemands, parce qu'ils allaient faire les Allemands. Et puis je voyais un type qui s'habillait en officier allemand. Et je me dis, c'est curieux, mais il ne fait pas du tout français qui se déguise en allemand. Alors je me suis approché de lui pour discuter un petit peu. Et là, il me fait « Ach, c'est de Nivom. En 45, quand je l'ai guidé, j'ai dit « Plus jamais ça !» Et depuis, j'en arrête de bas. Et le pire, c'est que je monte en grade. Voilà. Ce brave homme avait été fait prisonnier en 45 et il était resté en France. Et puis voilà, il était... Parce qu'en Allemagne, il avait tout perdu, il n'avait plus de famille. Et là, il a commencé à faire de la menuiserie. Et puis, il a épousé la fille du menuisier. Il est devenu menuisier et comédien à l'occasion. Voilà, c'est... Et le premier rôle que vous avez fait, c'est ni au théâtre, ni au cinéma, il me semble, mais c'est avec une camarade avec qui vous jouez dehors, vous jouez le rôle d'un soldat blessé, et elle, c'était l'infirmière qui vous soignait, non? Ah non, oui, mais ça, c'est quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, c'était pendant la guerre. Et ma mère avait trouvé une petite ferme où elle m'envoyait pour les vacances, parce que c'était là où je pouvais reprendre, manger du vrai beurre, boire du vrai lait, enfin bref, reprendre des vitamines. Et il y avait une petite fille qui était là avec moi en vacances, une petite fille, et donc on jouait. Et moi, ma mère m'emmenait beaucoup au théâtre et au cinéma pendant la guerre. Beaucoup. Alors quand j'étais tout seul, je jouais au théâtre. Je n'avais pas du tout l'intention de devenir acteur, mais je jouais à être l'acteur. Et j'avais appris à la petite fille à jouer à ça. Tu vas voir, on va jouer. Alors. Et elle me dit, oui, d'accord. Alors, bon, toi, tu fais un blessé. Ah bon? Oui, tu fais un blessé. Moi, je te fais un pansement. Ok, d'accord. Alors, elle me faisait un pansement au bras. Et puis, elle dit à mon pauvre ami, c'est fort, vous allez mourir. Elle pleurait, ses chaudes larmes. Mais elle pleurait, elle pleurait. Je dis, ça, tu t'ennuies de ta maman? Elle dit, ah, bah, laisse-moi, toi, bien que je joue. Ah bon, d'accord. Elle jouait. J'étais fasciné par ça. Elle arrivait à pleurer, alors que moi, il m'avait fallu du temps pour apprendre à pleurer pour de vrai. Alors, c'était un très bon. Et par la suite,
dans ma vie de comédien, de jeune comédien, dès que je voyais une comédienne qui avait à peu près mon âge ou quelque chose comme ça, et que je la voyais pleurer dans une scène qu'elle faisait, surtout quand on était au cours, je dis tiens, c'est peut-être ma copine d'enfance que j'ai perdu de vue. Dès que je voyais une femme pleurer, je dis c'est peut-être elle, non, c'est pas, non. Voilà. Ça, c'était donc mes débuts de cinéma, de théâtre jouet. Pas jouet, mais jouet. Sans ça, la première fois que j'ai fait du cinéma, c'était avec Brigitte Bardot. Et dans un film de Clouzot qui s'appelait La Vérité. J'étais figurant, et Bardot, elle était vedette. Et je la croisais. C'est tout. C'est le seul rapport que j'ai eu avec Brigitte Bardot. Et c'est la première fois, je crois, que j'ai gagné un cachet au cinéma. Et j'étais figurant. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir comédien? L'échec. L'envie d'être acteur, c'est curieux comme envie. C'est l'envie d'illuminer les gens, de les faire rire, de les amuser, de les faire pleurer, de leur donner des émotions. C'est tout ça, de leur faire connaître des choses de la vie. C'est ça qui m'a attiré à être acteur. Et puis vous savez, quand on a 16 ans et qu'on commence à prendre des cours d'art dramatique, bah oui, on se voit tout en haut de l'affiche, hein, avec des tas de nanas autour de soi. On se voit comme ça, on se voit vedette. Et puis après, il y a le métier, on apprend ce métier. Et on s'aperçoit que c'est tout autre chose, bien plus captivant que la gloire. La gloire, c'est bien, mais c'est éphémère. C'est bon, voilà. La vraie gloire, c'est quand quelqu'un, par exemple, me parle quand je suis en train de pousser mon caddie au supermarché et qui me demande. Et là, j'ai plusieurs. Il y a ceux qui m'appellent. Alors, Henri, tu vas bien? Ouais, ça va. Ça bosse un peu en ce moment? Ouais, ça va. Très bien. Salut. Oui, il y a celui qui fait. Ah, monsieur Henri, qu'est-ce que vous avez fait rire l'autre jour au cinéma? D'accord. Et puis, il y a un troisième qui fait. C'est extraordinaire. Et vous êtes là comme ça. Dans le supermarché, bah oui, il faut bien bouffer. Et puis voilà, c'est bon, mais tout ça, c'est ça la vraie gloire pour moi. C'est les gens qui éprouvent le besoin de venir me parler, de discuter avec moi. Il y a ceux qui me tutoient, il y a ceux qui me vouvoient, et voilà. Il y a ceux qui me racontent leur vie. Hein. Ça va, toi, la santé? Bon, ouais, j'étais truc. Ah, ben, tu peux pas, t'as eu la même chose que moi. Ah, ouais. Ah, ouais, là, c'est comme ça. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être acteur? À l'époque où j'ai voulu être acteur, c'était pas ça. C'est devenu ça. Cette espèce de bonheur permanent. Mais au début, c'est l'envie d'exister. Puis, comme je n'avais aucune qualité pour devenir autre chose, j'aurais fait un très mauvais scientifique, tout le monde serait mort avec moi. J'aurais fait un très mauvais sportif. Je rêverais toujours le dernier. Tu vois. Non, j'aurais pas été un bon. Alors que comédien, j'avais une chance de m'en sortir. Et puis ça me plaisait, ça me fascinait. Vous savez, il y a un proverbe au cinéma qui dit il y a deux sortes de comédiens. Il y a ceux qui sont heureux quand on dit moteur et ceux qui le sont quand on dit coupé. Moi, quand j'entends moteur, tac, je vis, j'existe. Après les 3 coups, je rentre en scène au théâtre, j'existe, je vis. Le rideau se baisse, c'est fini, je redeviens Henri Guibet, normal. Je viens saluer les gens, merci de m'avoir écouté. Et puis après, c'est terminé. Je rentre chez moi, il y a les factures, comme tout le monde, qui m'attendent, les emmerdes du quotidien. Mais tout ça, j'ai ma récompense, parce que j'ai le public. Je sais qu'ils sont contents de me voir, et là, ça va. Pour moi, les spectateurs, ce sont les êtres humains. Et j'aime bien les êtres humains. C'est comme ça.
ils me font vivre, et moi je les amuse. Basta, on a fait un bon marché. Et est-ce que vous avez des bons souvenirs ou des anecdotes à nous dire de votre période au conservatoire? Bon, mais le conservatoire, je suis jamais allé parce que j'ai raté l'entrée. Donc, alors, en sortant du service militaire, j'ai repréparé l'examen parce que avec le décalage, je pouvais repréparer le conservatoire. Et puis, j'ai eu la chance de rentrer au Théâtre National Populaire chez Jean Billard. Donc, j'ai dit, bon, bah, ça va, je laisse tomber le conservatoire. Mais les bons souvenirs, je n'ai que des bons souvenirs. Parce que au théâtre ou au cinéma, j'ai joué des trucs qui ont marché, mais j'ai joué des trucs qui n'ont pas du tout marché. Quand c'était très mauvais, je me souviens de pièces de théâtre, c'était très, très, très mauvais. Et bah, ça m'a laissé des bons souvenirs. Parce qu'il y avait le recul, on se marrait. Puis... Vous savez, les comédiens, on vit en compagnie, en troupe. Et on fait un petit corps. Et on se défend nous-mêmes de nous. Donc, on accepte tous les échecs et tout ça ensemble. On finit par... on va au resto, on fait une bouffe et puis on se marre. C'est... L'échec, c'est le quotidien des êtres humains. C'est le quotidien. Le bonheur, c'est d'aller d'échec en échec et ne jamais perdre l'espérance. C'est ça. C'est pas de moi, hein, c'est de Churchill. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller... La vie, on va d'échec en échec. On a des réussites de temps en temps, mais... et puis, c'est au bout de tous ces échecs qu'on s'aperçoit qu'on a fait quelque chose. Parce que il y a des bons échecs, puis il y a des mauvais échecs. L'ennui de l'échec, je vous dirais très franchement, c'est que ça rapporte pas beaucoup. Alors que le succès peut des fois rapporter pas mal de sous. Quoique. Mais enfin, bref, on gagne plus avec le réel. Mais sans ça, oui, c'est ça, c'est... J'ai tout dit, là, non? Oui, oui. Bon. Et comment a commencé pour vous l'aventure au buffet de la gare? Ah, le café de la gare. C'était pendant les événements de mai 68. Et j'étais dans un cabaret qui s'appelait La Méthode. Et là, il y avait Romain Bouteille, avec qui j'ai été à l'école du lait et au TNP. Et puis un type qui servait, qui présentait le spectacle et qui en même temps servait à boire et faisait des petites salades pour les clients. Il s'appelait Coluche. Et le soir après le spectacle, on attendait des copains qui venaient nous donner des nouvelles du front, le nombre de pavés qui avaient été jetés sur le boulevard Saint-Michel. Et on avait des nouvelles. Et un jour, un soir plus ou moins, Romain vient me voir en me disant « Est-ce que ça te plairait qu'on se fasse et qu'on se construise un théâtre à nous, où on pourrait jouer ce qu'on veut ?» Je l'ai regardé, je dis « Oui, d'accord, c'est bien, mais il faut du fric pour construire un théâtre. » Et il m'a dit « On se démerdera. » T'es d'accord? J'étais à cette période de ma vie où j'avais rien à perdre. J'ai dit « Oui, d'accord, on va le faire. » Il me dit, 3 ou 4 semaines après, il me dit, ça y est, on a trouvé la salle. Je dis, la salle de quoi? J'ai complètement oublié le truc. Ben, le théâtre qu'on veut se construire. Ah bon? Et avec Coluche, ils m'ont emmené dans une espèce de local qui sentait l'huile de vidange. Puis là, il était briquet, parce qu'on était tous fumeurs à l'époque. Et là, Romain me dit, voilà, on va faire la scène. Là, on va faire des balcons. Puis là, on va faire l'orchestre. Et en dessous, on fera les loges. Je me suis dit, ils sont givrés complètement. Mais enfin, j'ai pas voulu leur faire de la peine. Je dis, ah oui, ça peut être intéressant. Ils me disent, on commence les travaux demain. En plus de ça, il faut bien bosser la journée. Ok, d'accord. Et le lendemain, on était tous à commencer à fabriquer un théâtre. Et c'est vrai qu'on n'avait pas un rond. Alors, il y a des gens qui nous ont aidés. Il y a De Vos qui nous a aidés. Il y a des gens comme ça. Et puis, certains d'entre nous, comme moi ou Patrick Devers, on faisait un petit peu de synchro, un petit peu de doublage. On bricolait, on panouillait. Alors donc, on pouvait amener un peu d'argent. Mais moi, je ne pouvais pas en amener beaucoup parce que j'avais femme et enfant. Donc, enfin, on a construit ce théâtre. Et
on a commencé le soir de la première, on a ouvert en 69. Donc on a levé le rideau et on est parti pour le voyage. C'était parti. Ça a marché tout de suite. On était tout de suite plein et tout. Voilà, ça a commencé comme ça, avec des gens très curieux. Un jour, on était en train d'essayer d'abattre un mur avec des baramines. Et il y a un type qui passe, il fait qu'est-ce que vous faites? On essaie d'abattre le mur, on dit, faut pas faire comme ça. Il l'a battu en 5 minutes. Et putain, tu veux rester avec nous? Qu'est-ce que vous faites? On essaie de construire un théâtre. Ah ouais, ça peut être marrant. Tu viens, tu bouffes avec nous ce soir. Là. Il est resté. Il est devenu comédien alors qu'il y pensait certainement pas dans sa vie. Voilà, il y avait, il y avait, il y avait des types. Alors, il y avait certaines filles qui sont entrées au Café de la Gare parce que elles ont été les petites amies de Romain Bouteille ou d'autres comme ça. Bon, c'est fait ce qu'on appelle l'introduction par le plumard. Et puis, il y avait des garçons qui sont rentrés par le même truc parce que des fois, les filles qui veulent, ah oui, je vais te présenter un gars fort bien. Et ça y est, ils nous l'amenaient. Et ça faisait. Alors, le type, au début, il faisait rien. Il balayait, il faisait le ménage dans le théâtre. Puis l'année suivante, tu vas jouer un petit rôle. Et puis voilà, il devenait comédien comme ça. Ça. Alors, je trouvais ça un peu étrange, parce que moi qui avais essayé de faire le conservatoire, qui avait fait des études d'art dramatique et tout ça, je disais quand même, hein, mais c'était l'époque 68 art, cette espèce un peu anarchisante. Et Bouteille trouvait ça très bien. Ouais. Bon, ça a marché, formidable. Et du coup, au Café de la Gare, c'est là qu'on a connu une grande génération d'acteurs, compris vous. On avait été Patrick Devers, Miu Miu, de Gérard Depardieu. Alors, oui, ça c'était. Alors, il faut dire, là, le répéter à personne, c'est l'intimité. Miu Miu, au départ, elle était la petite amie de Coluche. Tu vois, c'est Coluche qui a inventé ce mot Miu Miu pour l'appeler. Bon. Donc, elle a commencé à faire les travaux avec nous et tout, jusqu'au bout. Après, il y avait une copine à nous, qui était une ancienne petite amie à Romain Bouteille, fille très gentille, formidable, beaucoup de talent, qui un jour a quitté Romain Bouteille pour aller avec un autre. Un soir, Romain est venu chez moi en me disant elle m'a quitté, c'était terrible. Je dis ah bah ouais. Il me dit mais avec qui elle est partie? Elle me dit elle est partie avec un gommeux. Je suis toujours ce mot, un gommeux. Ah, je dis, bon, d'accord. Et puis, quand on avait commencé à faire les travaux, un jour, cette fille est venue avec un beau gars, blond, tout ça. Et je me suis dit, ah, ça doit être le gommeux. Et le gars a commencé à faire les travaux avec nous. 2 jours après, il était copain avec tout le monde. Et il y avait un petit bistrot où on allait boire un café de temps en temps. Puis je dis à Bouteille, je dis, il est sympa, le gommeux. Comment tu le trouves? Et Romain m'avait dit cette phrase extraordinaire, il m'avait dit, oui, c'est un mec charmant, mais alors il a un handicap dans la vie, c'est son physique. Beau comme ça, il ne fera jamais rien. C'était Patrick Devers. Alors, voilà, donc Patrick est venu comme ça. Depardieu, il est venu mais pour remplacer. Il a remplacé pendant un moment Patrick Devers, qui était parti tourner les Mariés de l'an 2 avec Belmondo. Bon, sans ça, l'équipe s'est faite comme ça. On s'est retrouvé à une dizaine. On était une équipe. Voilà. Et chacun avait sa petite histoire. Chacun avait. Ça serait intéressant du reste un jour de ça. Qu'est-ce qui t'a fait rester là? Parce que on était devenu une famille. Et même maintenant, quand je retourne au Café de la Gare pour voir un spectacle, on est comme ça, je regarde le théâtre. Et je me dis, tiens, ce coin-là, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est moi qui ai mis les clous qui sont là-bas, les vis, c'est moi qui ai tout vissé. Là. Je revois les choses. Et puis, en même temps, quand on rentre dans des théâtres comme ça, eh bien, ça fait ça dans beaucoup de théâtres pour un comédien. On y voit des fantômes. Des tas de personnages qu'on a joués ou qui ont joué, ou qui ont existé. Ils restent un peu comme ça sur les fantômes du théâtre. Alors, on les voit. Ils sont des souvenirs.
éphémères, mais ils reviennent normalement. Allez, les souvenirs pour un comédien, mais pour tous les individus, c'est pareil. Les souvenirs, c'est le seul héritage que nous laisse le temps qui passe. Les souvenirs. Alors on peut les regarder, mais on ne peut pas les revivre. On les regarde. Maintenant, on va rentrer dans la partie cinéma, les grands films dans lesquels vous avez participé. Et donc, on va commencer par le premier grand film qu'on vous connaît, dans le rôle de Salomon dans Rabbi Jacob. Et je tiens à savoir, pour vous, quelle est la phrase culte de ce film? J'ai envie de savoir, pour vous, c'est quoi? Voilà. Et ben, je vous propose tout de suite de regarder l'extrait en question. Et on en parle juste après. Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Parce que j'étais jeune. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas à monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, vous trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Ah si. Mais pas de votre famille. Si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Alors, qu'est-ce que ça a fait de jouer dans ce film et avec De Funès? Je vais vous raconter d'abord. Quand j'ai été convoqué au bureau de la production, c'était une casting director qui s'appelait Margot Capelier qui m'avait demandé de venir. Pour la petite histoire, Margot Capelier, elle avait appartenu au groupe Octobre, qui était bon. Alors, j'arrive, et la première phrase, la première question que me demande Gérard Houry, j'ai dit, excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes juif? Et moi, espérant avoir de l'humour juif, je lui ai dit, non, mais ça peut s'arranger très vite si le rôle est conséquent. Ben dis non, parce que vous comprenez, à un moment, il faut parler en hébreu, mais je suis persuadé que je vais vous mettre entre les mains du rabbin José Eisenberg, il va vous faire apprendre. Et il me dit là-dessus, à la suite de quoi, il m'a fait lire cette fameuse scène. Et puis à la fin, il m'a dit, bon, écoutez, je vous donne ma réponse dans 2-3 jours. À l'époque, quand on me convoquait pour un film, c'était pour jouer 2 jours, 3 jours, 4 jours dans la scène, mais pas plus, ça. Et après, bon, je suis reparti en me disant, voilà, bon. Mais je savais que c'était avec De Funès. Je dis, tiens, un film avec De Funès, ça peut être sympa. Et 3 jours après, on me dit, tu viens chercher le scénario. Ah bon? Dans mon idée, je venais chercher les quelques feuilles dans lesquelles je jouais. Et puis j'arrive, et là, on me demande carrément le scénario entier. Je dis, tiens, ils sont généreux. Et je retourne, et dans le métro, je commence à lire Salomon. Salomon. Il y a des Salomon à presque toutes les pages. Je dis, mais attention, là, mais c'est un rôle. C'est un vrai de vrai. Et avec De Funès, alors, ça accrochait. Et voilà. Donc, ça a été d'abord la surprise. Mais alors, c'est le phénomène, c'est que De Funès avait une très bonne réputation auprès du public, mais toujours chez les gens de métier, il était haï par certains. Je me souviens quand j'avais dit à certains de mes copains, je suis engagé pour tourner avec un film avec De Funès, on me dit, oh, putain, tu vois, c'est un salaud, il coupe tout, oh là là, c'est un salaud. En général, il n'a rien coupé, et puis c'était un homme adorable, adorable. Et il avait travaillé avec des gens comme Sacha Guitry, Louis Jouvet, tout ça, que moi j'avais admiré, et il me parlait de ces gens-là. Mais ça, c'était riche d'enseignement pour moi. Et donc, je passais un tournage agréable, je me suis amusé comme un petit fou. Et ce que j'ai surtout apprécié,
c'était le professionnalisme de cet homme. Et la plupart des grands comédiens comme ça avec qui j'ai travaillé, je me suis aperçu que non seulement c'était pas des manchots, mais c'était des sérieux dans leur boulot. Il y a une grande qualité. Et surtout, c'est des gens, ces grands acteurs comme De Funès, c'est des gens qui inventent. Ils ont une invention fabuleuse. Ils m'ont appris à faire ça. C'est-à-dire que, en plus du texte qu'ils ont à dire, et qu'ils disent impeccable, hein, sans oublier une virgule, mais ils inventent quelque chose dans le personnage qui fait que ça devient surdimensionné, ça devient extraordinaire. Ça, c'était... Ça me rappelle une histoire, mais ça, c'était au théâtre. Je jouais dans un spectacle, une pièce avec Poiret et Serrault, écrite par Poiret. Et j'avais plusieurs personnages. C'est ce qu'on appelait un rôle à moustache. Le rôle à moustache, c'est... À chaque fois, on est un personnage différent. Alors, on vous met une moustache, une barbe et tout, pour faire croire aux gens qu'on n'est pas le même. Alors donc, je faisais une moustache. Et puis, avant d'entrer en scène, il y avait un comédien à côté de moi, que vous avez certainement connu, il s'appelait Roger Carrel. Et Roger Carrel me dit, t'as peur? T'as le trac? J'ai dit, oui, j'ai un peu le trac. Il dit, c'est fou, faut jamais avoir le trac. Tu peux marrer, c'est le trac, c'est le trac. Il dit, réfléchis. Est-ce que tu as déjà vu un comédien fusillé à l'aube parce qu'il avait été mauvais la veille? Je dis non. Eh ben c'est pareil, tu ne risques rien. Les gens sont venus, ils ont payé pour te voir. Ils vont être très contents. Et même si tu es mauvais, t'inquiète pas, les autres sont bons. Ça va marcher. Et cet homme, ce jour-là, m'a soigné du trac. De ma vie, après, je n'ai plus jamais eu le trac. Plus jamais eu peur. Je viens, je m'amuse. Je viens pour m'amuser. Vous allez vous marrer avec moi. Et venez. Voilà, c'était ça. Donc. Alors, la question au départ, c'était... Je ne me souviens plus. Comment étiez-vous rentré dans cette aventure de Rabbi Jacob? Ah bah oui, c'est ça. Avec Ouri qui m'a convoqué. Puis voilà, ils m'ont engagé. Et... j'ai couché avec personne. Oui. J'ai pas couché. Pendant un moment, pour réussir au cinéma, je me disais, tiens, ça doit être intéressant de coucher. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne coucherais pas? Alors j'ai écrit à Deneuve, à Claudia Cardinal, et ça, ils n'ont pas marché. Il tente rien à rien. J'avais quand même conscience, j'étais pas de long. Hein. Et puis ça m'aurait pas plu. Ouais. Vous savez, il m'est arrivé des fois au cinéma d'avoir à embrasser une femme. Et vous savez, c'est pas facile à faire. Parce que dites-vous bien que au moment du baiser, autour de vous, il y a quand même 15 personnes. Le caméraman, l'assistant, les maquilleuses. Dès que vous avez embrassé, hop, la maquilleuse va vous effacer le rouge à lèvres, elle le remet à l'actrice, et on recommence la scène. Comme un 5, c'est pas difficile d'être amoureux dans ces cas-là. C'est pas facile. Par contre, ma femme n'aimait pas du tout. Ma femme me faisait la gueule à chaque fois. Et je lui disais, écoute, chérie, réfléchis. Quand on fait une scène de bagarre, on se donne pas des vrais coups de poing. Et là, c'est pareil. Elle faisait... Donc, mais c'est vrai. Je veux dire que je n'ai... Si vous voyez, quand je fais ça, j'aime le faire parce que je sais que ça va peut-être plaire aux gens pour le résultat, mais pas pour l'acte lui-même. Bon, tous les comédiens ne sont pas comme moi. Il y en a qui éprouvent un certain besoin de culbuter la comédienne et les autres même avec qui ils jouent. Il y a des grands culbuteurs dans le métier. Là, je vous dis le répéter à personne. Hein. Il y en a, ils veulent culbuter la maquilleuse, ils veulent culbuter la coiffeuse, ils veulent culbuter leur partenaire. Tout ce qui passe, ils culbutent. Hein. Bon, ils n'ont pas de grande réussite non plus, mais enfin, ils ont le tempérament à ça. Et par la suite, vous avez rentré dans l'aventure de Robert Lamoureux dans la 7e compagnie. Ah oui, alors Robert Lamoureux, c'était pour la 7e compagnie. Je tournais beaucoup avec Lautner à l'époque, et je tournais à la Société La Gaumont.
Et un jour, il y a le directeur de la Gaumont qui me convainc, qui me dit, tu vois, bon, on va tourner un second épisode de la 7e compagnie, et ça serait bien que tu remplaces Aldo Macione. Ouais, je n'ai pas l'accent italien, j'ai rien, je dis, ça fait rien, ça passera, t'inquiète pas. Je me dis, bon. Alors je savais que la première compagnie, la 7e compagnie, le premier épisode a bien marché. Puis je me disais, après tout, c'est Robert Lamoureux, c'est un homme que j'appréciais beaucoup par le talent, l'écriture. Il m'avait fait rire quand j'étais gosse avec papa, maman, la bonne et moi. Donc ça me plaisait. Puis il y avait des tas de comédiens dedans, des gars comme Tornade, des gens comme ça. C'était bon, c'était des copains pour moi. Alors donc, moi je dis d'accord, je le fais. Et puis, en même temps, au directeur de la Gaumont, je tente le coup, parce que là, et c'est là que qui tente, n'a pas forcément, qui tente bien souvent rien. J'essaie de me faire augmenter ma journée de tournage. J'ai dit, dites-moi, parce que là, quand même, c'est un rôle un peu plus conséquent, je pourrais peut-être espérer avoir un cachet un peu supérieur. Et là, le producteur me regarde, les yeux dans les yeux, avec une grande tristesse dans le regard. Ça, quand un producteur vous regarde tristement, ça va vous coûter cher. Hein. Et il me regarde, il fait, Henri, réfléchis, réfléchis. Grâce à nous, en ce moment, tu es dans le corridor du vedettariat. Prends patience, ça va venir. J'attends toujours. Et maintenant, je me retourne au public. Pour vous, quelle est une réplique culte de la 7e compagnie? J'ai envie de savoir pour vous. Quelqu'un, une réplique du film? Eh ben, je vous propose tout de suite de regarder Groupir. Dans les jardins de mon père, les lauriers sont fleuris. Tiens, faut que j'aille pisser. Tous les oiseaux du monde viennent faire leur... Groupir. Il faudrait se groupir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit groupir. Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble. Groupir. Ah, groupir, ça veut dire ensemble. Ah bah tu vois, je suis déjà un mot. Groupir. Yaya. Groupir. Moi compris. Comment pouvez-vous expliquer que des phrases cultes comme un simple groupir marquent encore des générations comme aujourd'hui? Je sais pas, mais je vais vous donner un autre. Quand je vais en vacances dans une piscine, il y a tout de suite quelqu'un qui me dit « Chef !» comme ça. Tout de suite. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, les gens, ça les a fait marrer. Bon, il reste. Groupir, mais ça, c'est les textes de l'amoureux. Il a toujours des mots comme ça qui faisaient rire, qui marquaient. Et Robert Lamoureux, le premier jour de tournage, il me semble qu'il vous a fait tourner la séquence capitaine, non pas commandant. Ah oui, c'était mon premier jour de tournage. Et je devais dire pas capitaine, commandant. Moteur, coupe, allez, partez. Pas capitaine, commandant. Non, non, tu dis pas capitaine, commandant. Ouais, d'accord. Voilà. Pas capitaine, commandant. Non, 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 je dis pas capitaine, commandant, mais pas capitaine, commandant. 35 prises. Je ne voyais pas du tout où il voulait en venir. Au bout des 35 prises, j'arrête. Puis je vais le voir, je dis, je peux parler 5 minutes? Oui, oui, bien sûr. J'écoute. Je comprends très bien que je ne sois pas du tout le comédien qu'il te faut. Alors on déchire le contrat, t'inquiète pas, je n'embêterai pas la Gaumont, je ne porterai pas plainte, mais je ne veux pas gâcher ton film non plus. Il me dit non, ça ira très bien mon coco, ça ira très très bien. Et je me dis mais pourquoi il m'a fait ça? Et j'ai compris pourquoi. Parce que Robert Lamoureux, c'est un comédien qui écrit. Et quand il écrit, il joue le truc qu'il écrit. Et là, il ne me connaissait pas comme comédien. Et il voit, il dit mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Est-ce que c'est... J'ai jamais pensé la phrase comme ça. Alors que les autres comédiens, ils les connaissaient, donc ils leur disaient rien. Et c'est là, après, il ne me disait plus rien, ça s'est très bien passé. Il engueulait Lefebvre, mais moi... il engueulait Lefebvre, parce que, là je vous le dis, mais il ne faudra pas le répéter. Lefebvre aimait bien les casinos. Il adorait les casinos français.
Et dès qu'on tournait, s'il était à moins de 100 km d'un casino, après la journée de tournage, il fonçait au casino. Et les casinos ferment à 4 heures du matin. Et prêt à tourner à 9 heures, il n'était pas là. Il arrivait à 11 heures, midi. L'amoureux était dans une rage folle. Et non seulement il arrivait en retard, mais il ne savait pas un mot de son texte. Alors ça, pas avoir appris sa leçon, c'est grave. Alors, Robert Lamoureux, il allait toujours après Lefebvre. Même on dit, c'est bien, pendant ce temps-là, il ne s'occupe pas de nous. Voilà. Ben, je vous propose de regarder cette fameuse séquence du pas capitaine commandant. Ah oui, voilà. Le résultat final. Ah bon. Allez, on s'en va, les gars. Alors ça doit être la dernière prise que vous voyez là. À moins que vous ayez des vêtements à nous donner. J'en ai plus non plus. J'ai donné tout ce qui me restait du père Crouzy à l'état-major. Vu que les Allemands étaient pas loin et qu'ils voulaient pas être faits prisonniers. Mais par contre, je peux vous donner leurs uniformes. Leurs uniformes? Ils sont abandonnés leurs uniformes? Ben évidemment. Ça leur aurait servi à quoi de se déguiser en paysans si c'était pour partir avec leurs uniformes sous le bras? Allez, essayez-moi ça. Ah, mais on peut pas mettre d'uniforme d'officier, nous. Mais vous pouvez pas non plus rester en caleçon jusqu'à la fin de la guerre. Surtout qu'ils sont propres, hein. À la vitesse que tout s'est passé, ils ont à peine servi, forcément. Bon, je vais chercher des chaussettes et des chaussures et tâchez d'être prêts quand je vais revenir. Ou je finis de vous habiller, moi. Attention, hein. Port illégal d'uniforme, vous savez ce qu'on risque? Et eux, chef, port illégal de vêtements civils, c'est pire, surtout en temps de guerre, hein. Dépêchez-vous de vous habiller, chef. Si elle revient et qu'elle vous retrouve comme ça, elle va sûrement se fâcher. Et fâchée, elle doit faire mal. Vous avez vu comment qu'elle nous a retiré de la flotte d'une main? Et surtout vous, chef. Pourquoi surtout moi? Parce que vous, en plus, vous étiez coincé. Il me va. Moi aussi, chef. Tiens, je suis colonel. Eh ben alors, vous, chef, vous serez que commandant. Commandant... Tu vas pas être mon supérieur, des fois, non? Mais qu'est-ce que ça fait, chef, puisque c'est pas vrai? Ah, mais ça fait que les grades doivent être respectés. Un point, c'est tout. Moi aussi, je suis capitaine. Commandant. Ah ouais, commandant. Tout me va, chef. Comme quoi, il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles pour être gradé. Mais l'habit ne fait pas le moine. D'accord, chef, mais ça aide. Vous ferez casser, moi, nom de Dieu! Il m'a fait peur, chef. Tu vois que tout le monde peut être chef. Et pourquoi que les officiers ont des patates et pas nous? Hein, les gars? Tout le temps comme ça, les patates, c'est que pour les officiers. Oui, mon commandant. Les patates secs pour les officiers. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour la bouffe. Il dit que c'est pas juste, qu'il y a seulement des patates pour les officiers. Mais c'est les Allemands qui décident, hein, chef? Hein, mon colonel? Oui, forcément. Et ça, sur la question des grades, ils sont très très stricts. Hein. Le grade? Mais qu'est-ce qu'il vient foutre le grade là-dedans puisqu'on est tous prisonniers? Ah non, faut pas parler comme ça. Ah non, il faut pas parler comme ça à un chef, même quand il est prisonnier, un chef. Surtout qu'il est colonel. Oui, et que nous, on est capitaine. Commandant. Quoi, commandant? On est commandant, pas capitaine. Et commandant, pas capitaine. Vous en gardez un bon souvenir de cette compagnie du rire? Ouais, on s'est bien marré. Puis ça m'a permis de faire des choses extraordinaires. J'ai conduit une locomotive, c'est un rêve d'enfant, ça. On conduisait une locomotive, hein. C'était formidable. Fait des trucs comme ça qui... Oui, ça laisse des bons souvenirs. Vous savez, au cinéma, on fait des trucs qu'on ne pourrait jamais faire dans la vie. Avec Rémi Julienne, par exemple, j'ai fait des cascades en voiture. Il m'a montré tout ce qu'il fallait pas faire en voiture. Il fallait les dérapages contrôlés, des tas de trucs comme ça. C'était génial. Moi, je conduisais pas, hein, c'est lui qui faisait le truc, mais j'avais la sensation. Il m'a fait sauter par-dessus 6 voitures comme ça. Bon, c'était génial. C'est des trucs. Surtout que, bon, à l'époque, j'adorais ça, faire les cascades. Maintenant, plus. J'ai arrêté. Maintenant, il y a 2 choses que j'ai arrêtées au cinéma, c'est les cascades et les scènes d'amour. Je ne peux plus les faire. Mais bon, c'est quand même c'est amusant. Hein. Dans le Retour du Grand Blond, il y a Yves Robert qui me dit « Tiens, lis le scénar, tu vas me dire si ça t'intéresse. » Je dis « Ouais, d'accord. »
Et puis je regarde, et puis je vois, il y a une réplique qui me fait, donc demain vous partez à Rio. Je vois tous les trucs, je passais à Rio. Et je dis, tiens, il doit faire 100 studios, un truc. Et je dis à Yves Robert, mais Rio, où est-ce que tu le fais? Il me dit, bon, on va à Rio. Ah bon? Et là, je rentre à la maison, ma femme, j'ai dit, tu sais qu'on tourne à Rio. Et ma famille, je viens avec toi. Hein. Alors voilà, bon, c'était... Mais à Rio, ça a été formidable, c'est une belle aventure aussi. On a été visiter les écoles de samba, tout ça, c'est bon, c'est le Brésil, hein, c'est extraordinaire. Et puis, bon, bah, les films d'Yves Robert, c'est amusant, il y a un charme dans les films d'Yves Robert, et puis c'est drôle. Donc, j'étais dans cet univers, ça me plaisait bien. Puis Pierre Richard, qui est bon, j'ai tourné après d'autres films avec lui, avec j'étais devenu très copain, du reste. Donc, voilà, on partait à la voie. Mais Rio, c'était beau. Puis c'est agréable de voir. À Rio, on ne se rend pas compte, mais c'est très beau. Hein. Alors, on était dans un hôtel à Copacabana. La grande plage énorme, formidable. Et j'étais sur le balcon à l'hôtel et je me disais, je suis à Copacabana. Le rêve, quoi. Et vous n'avez pas eu l'occasion de jouer avec Coluche au cinéma, mais vous avez tourné avec lui dans une pub. Oui. Pub de moteur. Je ne sais pas si la marque existe encore, mais je vous propose de regarder cette pub en question. Si vous allez me mettre comme huile, parce que c'est important l'huile pour ses moteurs, je veux dire, c'est... moi j'ai un collègue de bureau par exemple pour son moteur à 8 chevaux, pardon. Plutôt une... Non, vous savez mieux que moi, je sais pas. Ouais. En fait, c'est plutôt une huile pour moteur sport ou pour moteur lent. Parce que mon beau-frère, il dit... Votre beau-frère, vous lui direz Mobiloil super de ma part. Par ici. Il va être content. C'est tout moteur, tout régime, toute marque. Mobiloil Super, l'huile de mobile pour toutes les voitures. Vous avez fait de nombreuses pubs Pas beaucoup, quelques-unes. Ouais, vous savez, la pub, à cette époque-là, pour les comédiens, c'était très, très, très bien payé. Et à l'époque, je jouais au Café de la Gare. Et mon agent de l'époque me met sur un casting pour une pub. C'était des lessives, je crois, un truc comme ça. Et je dis à mes copains, je dis, on me propose une pub, c'est bien payé. Mes copains me disent, fais pas ça, Henri, fais pas ça. Si tu fais de la publicité, tu feras plus jamais de cinéma. Mais j'avais calculé qu'avec cette pub, je changeais le frigo, la machine à laver, peut-être tout remet. C'est quand même pas mal, ça. Je signe. Et j'arrive sur le plateau de tournage, et le metteur en scène de la pub, c'était Georges Lautner. Et je m'entends très bien avec lui, on tourne la pub et tout ça. Et je travaillais une journée entière seul avec un metteur en scène. C'est génial, parce qu'il a le temps de faire, de vous étudier sous toutes les coutures. Et puis, à la fin du tournage, il me dit, tu sais... dans mon prochain long métrage, si tu veux, j'ai 2 semaines de tournage pour toi. C'est pas bénure, mais ça se verra. Hein. 2 semaines, pour moi, c'était énorme, 2 semaines de tournage à Nice. Et d'accord, et là, je signais tout de suite. Donc, le côté tu feras jamais de cinéma, ça a été le démarrage pour moi du cinéma à fond, enfin, à grande échelle, quoi. Après, par la suite, vous avez fait un film qui s'appelle Le Pion, où vous avez eu le rôle principal cette fois-ci. Oui. Vous en gardez un bon souvenir? Bah oui, c'était un joli rôle, donc oui, c'était sympa à faire. C'était, puis il y avait Pied-Plugue, Galabru, enfin, bon, c'était sympa. Et puis, on me demandait de jouer un personnage un peu romantique, un peu triste. Et ça, c'est le pied à jouer parce que c'est relativement facile à jouer. Enfin, il suffit de prendre son côté, j'ai pas de la chance. Et donc, c'est facile et c'est agréable à jouer parce que, voilà, laisser trimballer sa mélancolie, c'est toujours plus facile que de faire rire les gens parce qu'à chaque fois, dans le rire, on se pose toujours une question en tant que comédien. Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'en ai pas fait trop? Est-ce que ça va faire rire?
Donc, bon, dans le comique, on est forcé d'inventer des choses qui ne sont pas écrites. Il faut trouver une expression, un truc. C'est pas évident, hein, mais là, c'est du velours, le pion. C'était du velours à faire. Et justement, à la fin du film, vous aviez une scène de baiser avec Oui. la fin du film. Oui, alors ça, c'est un paradoxe du film. La scène de baiser de la fin, je l'ai fait les 2 premiers jours de tournage. Et je suis en train de chercher le nom de la comédienne. Je m'en souviens plus. Enfin bref, je la connaissais pas, cette pauvre fille. Je ne la connaissais pas du tout. Et au maquillage, j'échange 2-3 mots avec elle, mais je suis putain pour eux, ça va pas être facile, ça encore. Hein. Pourvu que je la gêne pas et tout ça. Et on arrive à la fameuse scène, enfin la scène du baiser. Et là, je me suis aperçu que les comédiennes sont bien supérieures aux hommes. Et que alors, pour elles, je ne pose aucun problème. Rentrer là-dedans, j'ai bien, elle est fortiche, parce que aucune contraction nerveuse ou un truc. Alors ce jour-là, je me dis, ou alors je suis très très beau et très séduisant, ou alors c'est une très grande comédienne. Et j'ai choisi très grande comédienne, parce que... Et donc voilà, c'était... Ah oui, c'est une... J'allais vous dire, je crois que c'est la première comédienne, c'est mon premier baiser de cinéma. D'accord. C'est mon premier baiser de cinéma. Là aussi, ma femme n'a pas aimé. Elle aurait pu briser ma carrière, mais... Alors, ma femme me faisait la tête pendant 2 jours. Elle marquait le coup. Je vous propose pas tout de suite, ce n'est pas l'extrait du baiser, mais un extrait du film Le Pion, avec la composition de français. Ah oui, oui. Bon, je vous dicte le sujet de votre composition de français. Le risque. Qu'est-ce que le risque? Faut-il prendre des risques? Et si oui, pourquoi? Vous avez 2 heures. Le premier qui parle, je prends sa copie et je lui colle un 0. Ah, je vous préviens, c'est moi qui corrige. Au travail. Monsieur l'a copié. Au travail. Voici les résultats de votre composition de français. Premier, Laugier, 18 sur 20. J'ajouterai, monsieur Laugier, que votre devoir est génial. Tous les autres m'ont parlé plus ou moins intelligemment et plutôt moins que plus du risque, mais vous avez risqué. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, monsieur Laugier a écrit « Le risque, c'est ça ». Je dis bien que c'est une idée fantastique. Parce que si je n'avais pas tourné la page, monsieur Laugier avait 0.
Au lieu de faire un devoir, il a, avec ce dont il disposait, c'est-à-dire un stylo et une feuille de papier, fait un acte risqué. Les autres ont réfléchi sur le risque. Lui, il a risqué. D'un côté, il y a des réflexions, plus ou moins bonnes, peu importe. Et de l'autre, il y a une action. Action et réflexion. Monsieur Laugier, vous passez la vitesse au-dessus. Permettez-moi de vous serrer la main. Pour la toute petite anecdote, parmi les élèves de la classe, il y avait mon fils, qui maintenant est un comédien à part entière. Et là, il était venu faire de la figuration pour gagner un peu de sous. et il jouait dedans. Alors, l'histoire de ce garçon qui fait sur le risque, je crois qu'il dit le risque, c'est ça. Oui. Christian Jean s'était inspiré d'une histoire vraie, D'accord. d'un élève qui avait fait ça. Un rôle que c'est ce genre de père vous préférez jouer. Pourquoi êtes-vous resté sur des rôles, on va dire, populaires et que vous n'êtes pas allé plus sur des rôles de méchants, des salauds, des J'aurais bien voyous? aimé. J'aurais bien aimé, c'est grave de faire des méchants. Vous savez, je vais vous rentrer dans un truc, il ne faudra pas le répéter. Un comédien ne rentre pas dans la peau d'un personnage. C'est pas vrai. Ça, par contre, c'est vrai, vous pouvez le répéter. On ne rentre pas dans la peau d'un personnage. On prend un personnage et on le met dans sa peau. C'est tout à fait différent. Parce que là, ce personnage qui ne sont que des lettres, des mots écrits sur là, on va leur donner une vie, notre propre sensibilité, nos émotions, nos espérances. On va le faire vivre au travers de nous. Donc, si vous jouez un personnage gentil, c'est facile d'être gentil. Mais quand on vous dit, tu joues un officier SS qui torture des gens, c'est pas facile à trouver. Il faut aller chercher en soi ce qu'il y a de méchant. Pour le jouer méchant, ça ne veut pas dire d'être méchant, mais pour le jouer méchant. On joue amoureux, mais on n'est pas amoureux. Mais on joue. Et donc, faut aussi trouver ce qu'il y a de mauvais en soi. Aller chercher son mauvais côté. Parce que nous sommes tous, vous en particulier, vous là-bas, tout le monde, tous ici, allez, tous, vous êtes tous à la fois anges et démons. Il y a tout en vous. Vous êtes des assassins, vous êtes l'abbé Pierre et un assassin en même temps. Il y a tout en nous. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas assassin? Parce que on a combattu nos mauvais instincts. On a essayé, puis on a trouvé que c'était beaucoup plus confortable de vivre peinard. Mais on a ça en nous. Combien de fois vous vous êtes dit, ah, lui, il est tatoué. Hein. Ça, il est tatoué, celui-là. Et vous n'aurez pas le tuer quand même. Vous ne l'auriez pas fait. Mais vous le dites, vous y pensez un petit moment. Donc, on est à la fois le noir et le blanc. Tout ça, ça forme gris. Un gris, on est tous du gris, avec nos mauvais moments. Donc, le comédien, il joue à ça. Il vous le montre. Il vous montre donc ce que vous êtes, ce que nous sommes tous. Et il peut le jouer en faisant un horrible personnage. Voilà. J'aurais adoré jouer Jacques Léventreur. Donner des coups de couteau comme ça m'aurait plu. Bon, j'aurais jamais éventré qui que ce soit. Mais le faire, ça m'aurait pas déplu. Être Dracula, 1 heure seulement. C'est formidable de jouer Dracula. Enfin, tous ces personnages, c'est méchant. Dans les westerns, le méchant des westerns, génial, extraordinaire. Du reste, il faut bien vous dire ce que ces rôles de méchants sont joués en général par de très très bons comédiens. Alors, je vais vous raconter un petit truc. Quand vous regardez un film, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, les Allemands, d'un côté. Bon. Si vous regardez bien la distribution des films, les Américains sont joués par des Américains, GI, tout.
chewing-gum. Et tous les Allemands, les nazis, sont joués par des acteurs anglais. Ils jouent tous. Et les Anglais sont de très bons acteurs, de très très bons comédiens. Mais c'est parce que les Allemands d'origine n'ont pas envie de jouer des personnages comme ça. C'est très dur d'en retrouver quelques-uns, mais encore sont des généraux allemands plus anti-hitlériens que bon. Mais Gerd Jürgen en a fait des comme ça, mais alors que là, on prend des acteurs anglais, ils sont impeccables. Ils jouent les nazis de façon formidable. Donc c'est voilà, c'est le. Donc on est tous à la fois le noir et le blanc. Et donc c'est pour ça que le comédien, quand il prend un personnage, bah, il le prend, il le met dans sa peau, il dit qu'est-ce que je suis moi maintenant? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire vivre ça? Qu'est-ce que je vais lui apporter à ça? C'est un peu, on peut faire une comparaison avec la musique. Hein, vous avez près le violoniste, il est là avec son instrument, et puis devant, sur sa partition, c'est du Mozart. Alors, le violon, il y a deux façons d'en jouer. Ou on joue bien, ou on joue de zigane. Parce que les ziganes ne jouent pas toujours la note et tout ça, et bien, c'est des virtuoses. Et donc, il est là, il faut qu'il joue Mozart. Mais le musicien, il a ce talent, c'est que ces petites taches noires sur une feuille de papier blanc, il les comprend très bien. Il en voit la sensibilité. Et il est avec son Stradivarius ou son Yamaha, peu importe, hein, et il va, avec son archet, faire vivre ces petites notes noires. Et il va leur donner la justesse qui est écrite, mais en plus de ça, sa sensibilité qu'il a reçue de ça. Et il va jouer avec sa sensibilité. Ce qui fait que ça devient un virtuose. Ça devient... C'est ça la musique. C'est lorsqu'un musicien amène aux notes son âme. Et voilà. Le comédien, c'est pareil. C'est pas de la musique, c'est du texte, mais c'est à peu près pareil. On prend la sensibilité de quelque chose et on la transmet. J'ai tout dit, là. Ouais. Et avant de passer au dernier extrait, j'aimerais qu'on parle un peu de... Parce que vous avez fait du doublage, notamment. Ah oui. Et comme je sais qu'il y a des très grands enfants ici, qui ont des enfants, notre invité prête sa voix au célèbre dinosaure dans Toy Story, Rex. Qu'est-ce qui vous plaît dans le doublage? Il y a une réponse, là. Ben, il y a les sous. Non, et puis, il y a des fois des choses intéressantes. Ben, ça, c'est comme ça. On est engagé sur un truc, on dit, tiens, je vais aller faire un cacheton. Puis, quand on est à la barre, en train de le faire, on dit, tiens, c'est passionnant à faire. Et on le fait, on s'investit. Les acteurs de doublage, j'en connais pas mal. Et en général, je trouve que c'est des très, très bons comédiens. Parce que il faut savoir que quand vous traduisez, c'est une langue différente. Et chaque langue a sa musique. Que ce soit du japonais, de l'allemand, de l'italien ou de l'anglais, chaque langue a sa musique. Les Anglais, par exemple, mâchent complètement leurs mots. Ils concentrent tout. Leicester. Ouais, ça s'écrit Leicester, mais Leicester. Bon, c'est très concentré. Et il va falloir trouver donc des gens qui réécrivent, qui traduisent, mais qui essaient de se rapprocher le plus possible du mouvement des lèvres de l'acteur. Et là, vous avez un acteur français qui arrive, qui par le timbre de sa voix et son talent, va donner le talent de l'acteur que l'acteur a perdu dans le son. Ça n'enlève pas le talent de l'acteur étranger, mais ça lui donne une compréhension française. C'est une adaptation. Et on retrouve l'émotion. Vous savez, si vous lisez Tchekhov, vous ne lisez pas la version originale. Quand vous lisez un roman étranger, vous ne lisez pas la version étrangère, ou alors il faudrait savoir toutes les langues. Vous lisez des traductions. Ben, la synchro, c'est un peu une traduction. C'est ces traductions, mais qui cherchent à garder l'origine du talent.
Et vous voyez, je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Un jour, j'étais dans un avion, et le film qui passe, c'est Rabbi Jacob. Oh, je dis, merde, putain. J'ai ma chance. Puis, car par curiosité, j'ai dit, tiens, je vais écouter la version anglaise. Et je me suis vu en anglais. Et là, ne le répétez à personne, je me suis trouvé extraordinaire. Qu'est-ce que je suis bien en anglais, putain. J'étais sûr qu'à la sortie, il y a De Niro qui m'attendait pour me dire « Allô, Henri, comme ». Et j'étais émerveillé. Et j'ai fait la connaissance de l'acteur qui me double en anglais. Il s'appelle Jimmy Showman. C'est un acteur américain qui a fait toute sa carrière en France, et surtout au doublage. C'est un très bon comédien. Il m'a doublé en presque tous mes films. Et j'ai pas du tout été déçu, parce que c'était pas moi. Je me trouvais même mieux pour la bonne raison, c'est que je me regardais, je ne m'écoutais plus. Le drame, quand on se voit au cinéma, c'est qu'on s'écoute en même temps. On se dit, j'aurais pas dû le dire comme ça, j'aurais dû faire ça. On est toujours en train de se juger. Et on a du mal à ça. Là, je pouvais me voir complètement, m'apprécier. Et alors, j'étais en admiration devant mon anglais. Et c'est pour vous dire que le doublage, ça n'est pas que du fric. C'est aussi une façon de faire ce métier d'une façon différente. Et c'est une façon, en plus de ça, très ingrate, parce que l'acteur de doublage, qui est un genre de très bons acteurs, n'en a aucune gloire, aucun mérite, aucune reconnaissance. Des fois, à la fin d'un film, on voit acteurs qui ont doublé, vroom, ça passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps de regarder s'il y avait un copain. Donc c'est un métier, oui, ça n'a pas la reconnaissance que ça a, et pourtant en synchro, je peux vous le dire, il y a des gens qui sont très très costauds. Et il faut dire que le doublage, quand vous doublez un film, vous ne mettez pas 6 mois pour le doubler. C'est dans la journée, c'est fait. Et en 2-3 jours, un film est fait. Donc, oui, c'est du boulot. C'est du boulot, et ils arrivent à mettre les sentiments qu'il faut en français. Bon, si vous regardez à la télé, vous voyez beaucoup de films qui sont doublés. Bah, au bout d'un moment, vous ne pensez même plus que c'est doublé. Regardez le film parce que l'histoire vous plaît, oui, hein, et vous ne pensez même pas, vous dites même pas, qu'est-ce qui joue bien. Du reste, en tant que spectateur, c'est très rare que le spectateur, en regardant un acteur, se dise, qu'est-ce qui joue bien. Oui, je le dis pour un premier rôle. Les grands premiers rôles, il y a, ah, putain, il est fort. Parce qu'il a des belles scènes, en plus de ça, le premier rôle. Il a de très belles scènes qu'il met en valeur. Mais le 3e, 4e rôle qui vient, le type qui rentre dans le bureau, il dit au patron, on a un rapport de la... Je cherche un mot, mais ça veut dire... Ouais, salut patron, on a un rapport du tribunal qui dit que celui-là, vous n'y faites pas attention. Pourtant, c'est un très bon acteur qui le fait. Et il le fait bien. On y croit. Donc, mais personne... ça, c'est la magie. C'est la magie. C'est le côté... On sauve le truc. On le rend commercial. Mais ça demande beaucoup de talent. Beaucoup. Est-ce que vous arriveriez à nous parler en quelques mots, en reprenant la voix que vous faites pour Rex, en quelques mots, si c'est possible, si c'est facile. Ça y est, je suis arrivé. J'ai fait... Parce que votre troupe, parce que pour Port, c'est Patrick Préjean qui joue... Patrick, il double beaucoup de gens, Patrick. C'est un très bon doubleur, Patrick. Et c'est vrai que quand vous faites du doublage, surtout sont des films comme Toy Story, vous en êtes au 4e, c'est un peu comme une grande famille. Oui, alors maintenant, avant au doublage, on était à 4 ou 5 derrière la barre, on pouvait jouer. Mais maintenant, avec les systèmes de nouveaux sons qu'ils ont, on vient, on double que son rôle. Alors des fois, on ne sait pas très bien comment les autres ont joué. Alors c'est beaucoup plus stressant. Enfin bon, on y arrive quand même, mais
on prend moins son pied que quand on, parce que quand on est à plusieurs, bon, on raconte des bêtises entre trucs, on se marre un peu, on s'amuse. Mais là, on est seul avec le chef de plateau, les ingénieurs du son. Alors des fois, le chef de plateau dit oui, tu vois, il est un peu comme ça, il est comme ça, d'accord, ok. Puis on voit on voit le texte qui défile à la barre. Puis on essaie d'être au plus juste. Et oh merci. À ce temps-là, vous donnez plus de vin. Vous aurez fini. Combien vous êtes en session de doublage? Oui, c'est ça. Bon, quand on est plusieurs. Maintenant, on est tout seul des fois. Bon, on dit que. Alors, je sais pas comment. Mais ça arrive à se répondre quand même. Ils arrivent. Mais c'est pareil de ça. Moi, je sais que. Je suis pas un grand spécialiste du doublage. On fait un petit peu de temps en temps. Et puis, j'ai la chance de faire des dessins animés. Alors, ça laisse beaucoup plus de liberté. Mais des fois, quand on joue un personnage. On voit le. Alors, des fois, on entend un peu la version anglaise. On voit vaguement où il en est, comment il joue ça. Mais des fois, ça n'indique pas très bien. Alors, il y a des acteurs de doublage qui comprennent très très bien l'anglais, donc ils voient tout de suite le sentiment. Mais d'autres, comme moi, on cherche à savoir. Hein. Alors, on vous donne des indications. On voit où on en est. Et je me souviens, un jour, j'étais venu faire un doublage. Et il y avait une directrice de doublage qui était venue voir pour superviser. Elle venait des États-Unis. Elle venait pour superviser le doublage. Voir comment c'était. Et il y avait un chef de plateau, enfin, chef de prise de vue, de prise de son pour le français qui était là. Et moi, je commence à faire le personnage. Elle me donne quelques indications. Je commence à faire le personnage. Et l'américaine, elle me dit non, c'est pas du tout ça. Elle commence à me dire non, faut pas. Et là, je patinais parce que je dis, où est-ce qu'elle va, ouais. Et heureusement, la fille qui était chef de plateau, d'ailleurs, non, faut le laisser faire parce que en français, c'est ça ça va donner. Ah bon? J'ai compris que c'était pas la même musique en fin de compte. Chaque langue a sa musique. Donc, alors moi, je l'ai mis en musique française et c'est vrai, ça allait, ça rentrait dans le personnage. Alors que si j'avais essayé d'avoir l'intonation de l'acteur américain, ça aurait donné un truc. Eh oui, où tu vas, comme ça, ouais, ça aurait donné un truc insensé, comme les vieux doublages. Et là, et c'est là que je me suis aperçu que c'était un métier très particulier qui mérite, qui est très noble en fin de compte, parce que prêter sa voix à un acteur, et des fois à des grands acteurs, alors, il y a aussi, comme dans tout, hein, il y a des rêveurs. Il y avait un vieil acteur de doublage, très bon comédien, très très bon comédien, et il doublait Anthony Quinn. Et cet acteur français donc doublait Anthony Quinn. Et un jour, avec beaucoup d'innocence, il dit, tu sais, si Anthony Quinn a fait une carrière en France, c'est grâce à moi. Bon, c'était charmant, mais enfin, bon, il avait besoin peut-être de croire à ça. Parce qu'en plus de ça, il avait fait de très belle carrière avant. Mais Anthony Quinn, c'était. Voilà. C'était son. C'était un peu parce qu'il aimait aussi le comédien. C'était un peu parce qu'il aimait. Il y a donc des grands comédiens comme Darbois, par exemple, un génie du doublage. Enfin bref, pas vous citer des noms comme ça, mais donc quand vous entendez un film doublé, dites-vous, les gars qui sont derrière, c'est pas des manchots. Et nous arrivons au dernier extrait, et pour cet extrait, c'est un peu particulier parce que, comme le nom l'indique, notre émission s'appelle Hommage à la comédie, et on en profite parce que notre invité a joué avec ce comédien qui a disparu cette semaine, malheureusement, et il a joué avec lui dans le film Le Guignolo, ainsi que dans Les Mariés de l'an 2, et je parle bien sûr du regretté Jean-Paul Belmondo. Donc en quelque sorte, montrer cet extrait est un hommage à notre envergure
Et je vous propose tout de suite de regarder un extrait du film Le Guignol. Voilà, voilà, j'étais dans mon bain. Bonjour, c'est le plombier. Vous avez fait vite. Eh ben, j'étais sous pression, hein. C'est rigolo. Dieu, quelle est belle. Monsieur. Monsieur. C'est par là. Et encore plus un applaudissement pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo qui nous aura marqué toute une génération et qui continuera de marquer encore grâce à ces films qui vont ressortir, repasser à la télé. Donc je vous demande encore d'applaudir très fort pour cet acteur qui nous a malheureusement. Qu'est-ce que ça a fait de jouer avec Jean-Paul Belmondo? Ça fait plaisir. Ouais, parce que en général, les grands comédiens ou les grandes comédiennes, c'est toujours enrichissant de travailler avec eux. Parce que ils vous rendent bon. Si on donne la réplique à De Funès, on devient un grand acteur. Hein. Si on donne la réplique à Delon ou à Belmondo, on est tout de suite meilleur. Alors déjà, ça c'est intéressant. Et pour l'affaire là, pour ce film-là, Lautner m'avait dit, est-ce que tu veux venir passer 2 semaines à Venise? J'ai dit, oui, d'accord. À Venise, j'ai tourné ce petit bout de scène, et tout le reste, je suis dans un placard où je parle, j'envoie des messages parce que je suis un espion. On aurait pu très bien tourner ça à Paris. Hein. Non, il m'a emmené 2 semaines à Venise. Bon. Alors en plus de ça, bon, il y avait la présence de Jean-Paul. Bon, c'est un personnage amusant, formidable, Jean-Paul. Et je peux parler des deux parce que autant Jean-Paul était un personnage jovial et tout ça, alors que Delon donnait l'impression d'un sérieux. Et Delon m'avait engagé pour un film, Flick Story, tourné par Deray, où je vais faire un flic. Et comme flic, je vais être le copain de Delon. On était à tu à toi. Et quand j'arrive pour me présenter à la production, il y avait Delon qui était là. Il a tourné autour de moi. Il m'a regardé. Il m'a dit « Vous faites 80 kilos ?» Je dis « Oui, c'est ça. » Bon, il dit « Ça ira. » Qu'est-ce qu'il veut me faire faire un combat de boxe ou quoi? Bon, je suis parti. Le premier jour de tournage, j'arrive, je vais au maquillage, comme tout le monde. Il y avait Delon qui était en train de se faire maquiller. Je vais le voir, je dis « Bonjour ». Il me fait « Bonjour, monsieur ». Ah bon, d'accord. Bon, je vois, il y avait d'autres copains. Salut, comment tu vas? Parfait. Je tourne avec lui, donc je lui donnais la réplique. On était copains. Le soir, je m'en vais me dire au revoir, monsieur. Voilà. Deuxième jour, bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Ah, il est plutôt sec, il est plutôt froid. Enfin, je dis, bon, je ne vais pas l'emmerder. Ma tête, tu ne reviens peut-être pas. Enfin, bref. Et puis, le 3e jour, j'arrive au studio, à Boulogne. Et il vient vers moi, il me dit « Ah, Henri, comment vas-tu » Il m'embrasse. Je l'ai regardé, puis j'ai dit « Mais t'as vu les roches, alors ?» Ça l'a fait rire, et ce jour-là, après, il est devenu adorable. Copain, tout ça, on racontait des blagues. Mais il se donne pas tout de suite, quoi. Mais j'étais quand même très, très impressionné, parce que c'est un formidable comédien. C'est pas donné à tout le monde. Il a un côté un peu glacé de temps en temps, mais quand de temps en temps il se met à avoir un œil tendre, il vous fait tomber. Hein. Alors donc, et puis, surtout, alors ça, j'étais fasciné par ça. Quand on préparait une scène pour le tourner, tous les comédiens, on se réunissait, on la répétait. Le metteur en scène me dit, tu viens là, tu fais ça, tu fais ça. Lui, il y avait sa doublure qui était là, et qui était son chauffeur en même temps, qui le ramenait, et qui prenait ses places, vous voyez. Et Delon, jamais là, parce que comme il était producteur, il fallait qu'il aille s'occuper d'autre chose en même temps.
Et puis au bout d'un moment, il disait, le plan est prêt, appelez Monsieur Delon. Allez chercher Alain. Il arrivait, il disait à sa doublure, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, là, sur telle réplique, tu vas là. Après toi, tu dis à machin ceci, tu vas là, puis tu reviens là. Ok, quand vous voulez. Moteur. Blanc, 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 blanc. Flac. Jamais je l'ai vu se gourer. Impeccable, une mécanique. Alors que beaucoup de comédiens, de temps en temps, on bidouillait, on fait un beau bafouille, on dit mal le texte, ça arrive. Lui, jamais. Ça m'impressionnait terriblement. Je me dis, mais comment fait-il? Comment fait-il? Mais, bon, je veux dire, lui, bon, alors, c'est un grand comédien. De Funès, c'est pareil, c'est un comédien extraordinaire. Et Louis de Funès savait très bien le mal qu'on disait de lui à l'extérieur. Et des fois, après le plan, il me disait, c'est bien ce que vous faites, hein, c'est bien, mais ça sera coupé, je fais tout couper. Je n'ai rien coupé du tout. Mais il savait ce qu'on disait de lui, qu'il faisait tout couper, ce qui n'était pas vrai du reste. Et lui, avec lui, je pouvais avoir... j'ai pu parler avec De Funès. Il me parlait de son jardin, de ses rosiers. Et puis, il avait connu, il avait travaillé avec Sacha Guitry, avec Louis Jouvet. Il pouvait me parler de ces gens-là, c'était fabuleux. C'était extraordinaire. Il se confiait assez facilement. Il parlait peu de lui, mais il parlait bien des autres. Et il avait... et puis, bon... C'est partie de ces gens qui inventent, quoi. Alors donc, avec lui, il avait une grande admiration pour Bourvil. Bourvil, je l'ai raté, j'aurais bien aimé tourner avec lui, mais cette manie qu'ils ont de mourir avant l'heure, très désagréable. Très désagréable. Jean-Paul, je lui pardonnerai jamais. Mais c'est vrai. J'arrive à cet âge où j'ai beaucoup plus d'amis au cimetière qu'au bistrot. Et des fois, ça c'est le temps qui passe, je me dis, tiens, il faut que j'appelle machin, il y a longtemps que je ne l'ai pas eu, puis non. Je m'aperçois qu'il n'est plus au bout du fil, il ne sera plus jamais. Et tous ces copains qui partent, c'est... Quand un de vos amis meurt, c'est une partie de vous-même qui meurt aussi. On dit, ah bon, quel âge j'ai? Ouais, d'accord. J'ai beaucoup plus de souvenirs que de projets, alors. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Mais l'important, pour moi, c'est de me dire, je me suis bien marré quand même. Je me suis bien marré. Et maintenant, je vous propose de répondre à des questions que le public va vous poser. Donc, si quelqu'un dans la salle a une question pour notre invité, levez la main. Profitez-en, mon avocat n'est pas là. Ouais. Quel rapport vous aviez avec Jean-Pierre Mocky avec Mocky? Oh, c'était un copain. Et Max Bekas. Mocky, il était connu pour être quelqu'un de râleur, tout pas sur les grosses. Non, il était adorable, Jean-Pierre. Avec Mocky? Ouais, avec Mocky. Ah. Ah, oui, alors. Non, ah oui, Mocky, il disait toujours moteur, moteur. Et c'est. Alors, mes enfants, moteur, vous vous rendez compte? Il est 1h, on aurait dû commencer à 1h30. On perd du temps. Ça, c'était Mocky. Et un jour, Mocky me dit, bon, alors, Henri, vous arrivez à cheval, vous arrêtez, vous accrochez le cheval et vous rentrez dans le cabinet rose. Oui, d'accord. Je lui dis, dites-moi, Jean-Pierre, j'arrive à cheval au trot ou au galop, comme vous voulez. Alors, j'ai dit, écoutez, Jean-Pierre, je vais vous expliquer, je monte très bien à cheval et je descends très bien de cheval. Mais entre les deux, il n'y a pas toujours un bon feeling entre la bête et moi. Alors, il m'a dit, non, n'importe comment, vous inquiétez pas, je ne ferai pas monter à cheval, parce que maintenant, pour monter un comédien français à cheval, il faut lui mettre une bombe sur la tête. Et c'est comme ça, les assurances exigent que tous les comédiens aient une bombe. Il dit, vous vous rendez compte, John Wayne, dans la chevauchée fantastique, avec une bombe sur la tête, ça serait... Voilà. Mais sans ça, c'était un homme... Alors, il se vantait d'être avare. Il dit, ma première qualité, c'est l'avarice. Il payait pas les comédiens. Ben, il fallait lui faire des prix. Hein.
je lui avais dit, moi, il me dit, ça vous intéresserait de tourner pour moi, et connaissant sa réputation, je lui avais dit, écoutez, rapport qualité-prix, vous ne serez pas déçus. Alors, mais une autre fois, il m'a appelé pour un film, il a dit, pour le prix, vous demandez ce que vous voulez, c'est pas moi qui produis. Alors, c'était moquis, ça. Le deuxième réalisateur, Max Pécasse, c'était quoi cette rencontre? De Max Pécasse? Ouais, Max Pécasse, parce que c'est quand même... Alors, je vais raconter, mais Max Pécasse, ça ne passait pas pour un cinéaste à chef-d'œuvre. Mais paradoxalement, certains de ses films sont devenus des films cultes. Parce qu'il y a des collectionneurs du PK et tout ça. Des fois, j'ai été très étonné. Alors, donc... mais ce que j'aimais sur les films de Max Pécasse, c'est qu'on se retrouvait une bande de copains et on se marrait. Hein. Bon, alors là, c'était... un jour, sur un film de Max Pécasse, je crois, j'arrive au maquillage et il y avait Galabru qui était là. Et Michel me dit, ah, toi aussi, t'es dans cette cagade. Je dis, ouais. Et après, à part, je vois Galabru à part, je dis, donc, ça parle de quoi le film? Parce que j'ai pas lu le scénar. Et il me dit, comment tu crois que je travaille, moi? On lisait pas les textes. Et vous avez joué entre autres avec Michel Galabru dans Quelques messieurs trop tranquilles. Oui, aussi, oui. Ça fait un film de Lautner, ça, c'était sympa. Avec André Pousse. Et André Pousse, je l'ai eu plusieurs fois dans le film. À chaque fois, on se tirait dessus, mon pistolet. On n'était jamais dans le même camp. Quelqu'un a une autre question? Oui. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous avez encore des propositions? Est-ce que vous retravailleriez si on vous proposait? Oui, alors, je vais vous expliquer, je vais raconter ma vie, là. Mon actualité immédiate, comme on dirait ça. Alors oui, j'ai tourné un peu dans un film, là, au début de l'été. C'est une série. Avant d'être diffusée sur une chaîne, ça va être diffusé ailleurs. Et dans cette série, je tourne avec mon fils. Et mon fils joue, moi, jeune. C'est très curieux, ça. Généralement, il aurait dû jouer le rôle de mon fils. Non, là, c'est moi qui faisais le vieux, et lui, il faisait moi, jeune. C'est un film un peu de science-fiction. Et alors, voilà, il y avait ça. Et c'était très sympa à faire, très sympathique. Oui, bon, j'ai tourné aussi dans un feuilleton qu'on voit de temps en temps à la télé. Ils font des fois des épisodes d'une heure ou 2 heures et demie. C'est en famille avec Pignot et tout ça, et Pignot. Voilà. Alors j'ai fait, bon, là-dedans, j'ai tourné 2 fois. Et bon, sans ça, oui, quand ils ont besoin d'un vieux, ils m'appellent maintenant, parce que je fais partie des vieux premiers. Il y a les jeunes premiers, c'est fini pour moi. Maintenant, je partais les vieux acceptables, les vieux encore mobiles. Voilà, donc ça. Et puis au théâtre, où mon activité n'a pas abandonné, puisque je jouais une pièce. Parce que maintenant, au théâtre, j'écris les pièces. Comme ça, je suis sûr de ce que je joue. Et puis, je peux m'écrire des rôles de mon âge. Je me suis aperçu que les hommes de mon âge et les femmes de mon âge avaient beaucoup de choses à dire. Et ils ont aussi des mouvements passionnels, comme dans la jeunesse, mais ils ne l'expriment pas de la même façon. La dernière pièce que j'ai jouée, que j'avais écrite, qui s'appelait Un mariage pour tous, c'était l'histoire de 2 vieux de 70 ans qui avaient décidé de se marier parce que 2 petites retraites mises ensemble, c'est plus confortable. Ils avaient besoin que d'un seul appartement, donc ils pouvaient mettre un autre en location, ce qui leur ramenait un peu d'argent. Et puis pour regarder un match de foot à la télé, c'est plus sympa quand on est à 2 que tout seul. Mais rien de sexuel dans tout ça. Par contre, leurs enfants sont persuadés que leurs pères sont devenus homosexuels. Ça a été le grand problème. Et, non, parce qu'en même temps, ils avaient une maîtresse. Quand même âgée, il y a encore des petites pulsions qu'il fallait assouvir 1 fois par semaine. Et le drame, c'est qu'ils s'aperçoivent un jour que leur maîtresse, c'est la même. C'est une voisine qui aime bien, qui chevauche son mari, et les deux... Alors voilà, donc c'était le thème de la pièce, qui est très, très drôle, c'est amusant. Et là, j'en ai une autre que j'ai écrite, que je viens de finir d'écrire, et que je commencerai certainement
à préparer pour la fin de l'année pour pouvoir la jouer début janvier, quoi. Et je partirai certainement en tournée. Peut-être j'aurai quelques jours à Paris, mais voilà. C'est mon actualité. Oui. Quelle est la recette pour réussir dans le cinéma? Faut coucher. Faut voir. C'est exactement la même recette que comment faut-il pour réussir, pour gagner au loto. Alors, la plus de chance au cinéma, mais il faut quand même de la chance. Et puis, voilà, soyons sérieux. Qu'est-ce qui fait qu'un acteur va réussir ou pas, que ce soit au théâtre ou au cinéma? Il y a d'abord son talent et son charisme, sa présence. Quand vous mettez un acteur comme Belmondo ou Delon à l'écran, il se passe quelque chose. Leur présence est quelque chose. Vous prenez Delon dans Le Samouraï, il n'a pas 10 lignes de texte. Et pourtant, il y a une espèce de présence, et ça ne pouvait être que lui. Donc, il y a ça, il y a cette présence, ce charisme, et cette façon d'exprimer certains sentiments avec une grande variété. Alors, certains font plus ça, plus l'un ou plus l'autre. Belmondo, c'était sa jovialité, cette espèce. Mais il représentait aussi tout le monde. Chaque Français se reconnaissait dans Jean-Paul. Donc, il y a ça, cette présence. C'est ça qui fait la réussite, en fin de compte. Il y avait un vieux professeur d'art dramatique qui disait, pour réussir au théâtre, il faut avoir une grosse tête. Pas grosse, non, mais il faut avoir une tête large, parce qu'on la voit. Bon. C'est oui et c'est vrai et non, parce que maintenant, avec les éclairages, on grossit facilement les choses. Mais il faut avoir une présence. Ah, le personnage rentre en scène et les gens font... Ah, voilà. Bon, et puis à l'autre, ils rentrent, on ne les voit pas. Alors vous avez des comédiens qui n'ont pas cette présence, et par contre sont très très utiles, parce qu'ils font tous ces personnages secondaires dont on a besoin, qui font l'histoire aussi. Mais on les voit moins, c'est pas eux qu'on va retenir, mais s'ils n'étaient pas là, ils manqueraient. Donc il y a les sans-grades, les obscurs, les sans-grades, mais il ne faut pas les négliger parce qu'ils sont très importants. Et puis, tout comédien est un peu passé par là. Si je pense au nombre de second rôles que j'ai joués, de troisième rôle, de quatrième rôle, je me souviens d'une époque où je faisais des trucs à la télévision, j'avais des rôles quatrième ou cinquième, on ne me voyait pas. Pour la bonne raison, c'est que l'image en télé n'avait pas de profondeur de champ. Alors à l'arrière, on était flou. Il y avait que les gros plans qui étaient visibles. Derrière, on ne voyait pas. Si je vous ai tourné, j'ai tourné dans Thierry Lafronde, vous me diriez, ah bon, où ça, quand? Quel jour? Vous ne savez pas. Bon, il y a des tas de trucs. J'ai fait des tas de trucs à l'époque, qu'on appelait l'ORTF. Je paraissais dans des feuilletons, des trucs. Moi-même, des fois, j'avais du mal à me voir. Pourtant, il me semblait que j'étais dans cette scène. Ah oui, mais t'es lointain, t'es au lointain. Donc, mais j'ai la prétention de croire que j'étais peut-être aussi indispensable. Mais voilà, mais c'est ça, c'est le... Et la réussite, devenir... Tout le monde ne peut pas devenir une star. Tout le monde ne peut pas. Il y a les stars, les reconnus, on se souviendra de lui, hein, puis après, il y avait un comédien qui avait marqué comme épitaphe sur sa tombe, vous ne me reconnaissez plus, mais vous m'avez beaucoup aimé. Voilà. Parce que le comédien va vers l'oubli, systématiquement. On se souvient d'un auteur dramatique, parce que bon, ses écrits restent, un romancier, parce que ça reste plus ou moins, un homme politique, oui, un peu, mais un acteur.
une fois le rideau baissé, il est baissé. Alors bien sûr, le cinéma, nous les font vivre encore un peu plus, mais c'est une question de génération. Vous prenez, quand je prends par exemple moi les films que j'ai vus quand j'étais enfant, avec des films comme, je vais vous dire des noms, Roger Carrette, des gens comme ça, Paul Meurice, bon, Paul Meurice on se souvient un peu parce qu'il y a encore des vieux Lautner qui passent, mais petit à petit ce sont des gens qu'on oublie, parce qu'on oublie leurs films ne passent pour ainsi dire plus, alors où il n'y a que certains cinéphiles qui veulent garder une histoire, mais tout disparaît, tout s'éteint. Même la pellicule, un jour, elle va devenir poussière. Donc, la réussite est toujours éphémère. Mais il faut essayer. Ben, en plus de ça, je vais vous dire, même quand on est un comédien, j'aime pas dire le mot second ordre, parce que je n'aime pas ça. Disons un caractère second. D'abord, vous vous amusez à le faire. Vous avez des copains qui s'amusent comme vous. Et puis, il y a toujours cet espoir que il va peut-être le voir le truc qui va vous faire sortir, monter d'un grade. Qui va, vous allez peut-être devenir quelque chose. C'est tout. Il y a toujours cet espoir de sortir. Je vais raconter une histoire, mais il n'y a que les comédiens qui la comprennent un petit peu, mais je vais vous raconter comme... C'est un comédien et sa femme, des vieux comédiens, ils ont tout derrière 30 ans de métier, 30 ans de petits rôles, c'est des cachetonneurs, comme on appelle ça, ils sont pas de... Et un jour, ils sont engagés dans une pièce, bon, c'est pareil, ils sont derrière... des petits rôles. Et puis, le soir de la première, l'acteur principal est dans les urgences à l'hôpital, il a fait un arrêt cardiaque, et on levait le rideau dans 5 minutes, mais c'est pas possible. On va être forcé de rembourser, comment on fait? Et il y a cette espèce de vieux comédien qui vient voir le directeur de la salle, il dit, si vous voulez, moi je sais le rôle, parce que j'apprends généralement tous les rôles en cas de doublage. Et si vous voulez, je peux le doubler, je peux prendre sa place. Et j'en dis, pas possible. Voyons, hein, Norbert, vous avez vu, vous ne pouvez pas jouer un rôle comme ça. Ben, il dit, essayez. Il y a le metteur en scène, il dit, on peut peut-être sauver le coup. Peut-être le jouer. D'accord. Il commence. Et il est génial. Extraordinaire. Bien mieux que la star qui est partie à l'hosto. Il est superbe, sublime. Et tout le monde était ébahi. On le regarde. L'entracte arrive, tout le monde vient le voir, c'est formidable, c'est génial, salut, félicitations et tout. Il y a le directeur du théâtre, vous avez sauvé la recette, ça c'est formidable. Et tout. Le metteur en scène, voilà, j'ai pleuré tellement c'était bien. Il dit, ça ira pour la seconde partie, tu crois? Il dit, oui, vous inquiétez pas. Et pour le texte, tu crois? Oui, et puis n'importe comment, ma femme est dans le trou du souffleur, si j'ai un problème, elle me soufflera. Ok, d'accord. Bon. Il recommence, il continue, tout du moins, toujours aussi génial. Il arrive, il a un long monologue, il entame, et évidemment, paf, le trou. Il regarde sa femme dans le trou du souffleur, le texte. Le texte. Le texte. Et sa femme lui fait. C'est une très vieille histoire qu'on raconte dans le métier. Je ne sais pas si elle est vraie. Et avant de marquer la fin de cette émission, je vais parler au nom de toute mon équipe et du public présent. Ah bah oui, parlez. Tout simplement, je voulais vous remercier parce que surtout pendant la période de confinement, on a pu visionner la 7e compagnie, Rabbi Jacob. Ça nous a permis d'oublier le contexte qu'on était du Covid.
ça nous a fait du bien. Et même, vous parliez justement des comédiens, le temps qu'ils perdent, ils partent au fur et à mesure, mais que les films restent. Et c'est vrai que aussi bien les films que vous avez faits resteront et on se souviendra toujours de vous par rapport au rôle que vous avez fait et on rigolera toujours, même plaisir. Et pour tout ça, pour le rire que vous nous apportez à chaque fois qu'on visionne vos films, tout simplement merci et bravo pour votre carrière et vous avez tout notre respect et merci beaucoup encore. Vous êtes gentil.